Parler comme je pense. Parler cru. Vous êtes sur Change, le juriste de demain. Le podcast dédié aux acteurs du droit qui va vous sortir de votre zone de confort. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler tech. J'imagine que dans votre quotidien, vous avez tous un ou plusieurs outils que vous utilisez soit pour gérer vos clients, soit pour gérer votre activité ou gérer l'envoi de vos emails. J'ai découvert il y a peu de temps un bel outil qui simplifie dans une certaine mesure la relation client. Certains d'entre vous l'utilisent probablement. Je parle de WiderPay. WiderPay est un outil de paiement simple d'utilisation qui facilite les règlements d'honoraires. Comme vous le savez, parler des outils en tant que tels n'apporte que très peu de valeur. Rien de mieux que les tester en réalité. Ce qui m'intéresse particulièrement, ce sont les implications que ces derniers ont sur les relations humaines. Quel impact? Quelle valeur ajoutée? Quel gain de temps ces outils apportent-ils vraiment dans les relations client-avocat? C'est tout ce dont nous allons parler avec John Banner, entrepreneur du droit, CEO et fondateur de WiderPay. Change, épisode 13, c'est parti. Bonjour John. Bonjour. Comment tu vas? Nickel. Et toi, Tony? Écoute, moi ça va très bien. Je suis super content de t'avoir aujourd'hui parce qu'en fait, j'ai vu ta solution WiderPay bien évidemment, mais le but c'est surtout qu'on puisse parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur et j'imagine que c'est pour toi ça va être la même chose. Je veux qu'on parle de relations clients aujourd'hui. Et on va passer par justement WiderPay, comment ça marche tout ça, pour arriver à ce fameux sujet. Donc, je vais te laisser d'abord te présenter et ensuite on va avancer doucement. Ok, ça me va. Donc WiderPay, c'est la solution de paiement des avocats. On est utilisé par des milliers de cabinets, des collaborateurs jusqu'à un des Big Five pour supprimer concrètement les délais de paiement. Et en fait, WiderPay, ça va de la facturation jusqu'au recouvrement. C'est en conformité avec le RIN. On est partenaire officiel de plusieurs structures comme l'ACE par exemple ou l'IFEC. D'accord. Et voilà, notre but c'est de supprimer les délais de paiement dans la profession et ça fonctionne. Super. Qu'est-ce que tu observes, toi, en tant qu'acteur, créateur d'entreprise, acteur de longue date quand même, parce qu'il faut le dire, parce que tu as omis de parler de ton parcours. Ouais, c'est vrai, je suis tout allé sur mon truc. Non, parce que c'est important, parce que t'es là depuis longtemps quand même. Hein. Ouais, en fait, j'avais créé ma société en 2014 et avant de la créer, j'ai eu une sorte de triple parcours parce que je suis passé donc je suis ingénieur diplômé de l'école centrale électrique de Paris. Avant ça, en fait, j'hésitais à devenir avocat, donc finalement, j'ai choisi la voie ingénierie, mais j'ai fait une Égale-Tech à la fin, donc je m'y retrouve. T'as fait comme moi. Ouais, voilà. Et j'ai étudié aussi à UC Irvine en Californie, à Concordia Montréal, et là tout juste récemment à Harvard Business School Online. Oh, génial. Ah ça serait intéressant de savoir ton retour d'expérience en tant qu'utilisateur de Harvard Business Online, ce serait intéressant. Ouais. Dis-moi juste, quel est ton constat justement depuis 2014? Qu'est-ce que tu constates sur le marché du droit? Quelles sont pour toi les tendances? Quelle a été l'évolution depuis que tu es dedans? Dans le marché. L'évolution, c'est que ce qui est intéressant déjà, c'est que la moitié des Legal Tech ne sont pas financés. Donc ça, c'est un sujet quand même, parce que quand tu regardes les États-Unis, là, par exemple, je te parle depuis San Francisco. On est une boîte française, mais je suis aussi à San Francisco parce qu'on se développe en Amérique du Nord. Et clairement, les US, ils ont 10 ans d'avance sur le marché des legal tech par rapport à la France. Parce qu'aussi, il y a beaucoup moins de contraintes. C'est-à-dire qu'un avocat qui veut se lancer dans une legal tech, il doit faire un choix important. Est-ce qu'il lâche la robe ou pas s'il veut passer un certain stade? Attends, quand tu dis que là, les États-Unis, ils ont 10 ans d'avance, tu parles de quoi concrètement, par exemple? Comment tu le matérialises? En termes de développement de marché, c'est-à-dire c'est beaucoup plus présent dans l'écosystème des avocats. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus d'argent, ils sont beaucoup plus utilisés et c'est devenu une norme. C'est-à-dire que, pour donner un domaine très précis, les avocats immigration qui vont te proposer de faire une green card, ça coûte entre 15 à 25 000 $. Mais en fait, ils vont, pour que ce soit scalable leur métier, c'est-à-dire qu'un avocat, le problème, c'est que c'est le temps. Donc, s'il veut accepter 200 clients, il ne pourra pas le faire, sauf s'il commence à embaucher d'autres personnes. Donc, c'est un métier qui n'est pas scalable. Par contre, s'il utilise des outils qui lui permettent d'automatiser certaines tâches,
bah là, il peut se permettre d'accepter plus de monde. Et donc, les avocats migration, ils utilisent des legal tech qui permettent de constituer un dossier de visa sur des choses qui sont chronophages et répétitives. Et comme ça, la matière grise, qui est le métier propre de l'avocat, le conseil, ils se le réservent pour eux. Et c'est pour ça que je dis que c'est à peu près 10 ans d'avance. C'est parce qu'en termes de développement de marché, en termes d'acquisition chez les avocats, il y a 1,3 million avocats actifs aux US. Et en termes aussi de ce que ça représente en taille de marché, clairement, il y a 10 ans d'avance. Mais ça ne veut pas dire que la France est 10 ans en retard. Ce que je veux dire là-dessus, c'est que c'est beaucoup plus développé et c'est aussi culturellement et c'est aussi parce que la déontologie est beaucoup moins forte. Donc, ce qui protège les justiciables français, c'est cette déontologie et en même temps, c'est des fois ce qui peut aussi peut-être des fois ralentir certains développements de legal tech parce que ça oblige certaines legal tech à faire face des fois à ce véhicule qui est très fort. Et aux États-Unis, comme c'est moins fort, les justiciables sont clairement moins protégés, il faut quand même le dire. En tout cas, tu peux faire des choses qui ne seraient pas permises en France, mais d'un autre côté, l'acquisition d'outils technologiques se fait beaucoup plus rapidement. Tu me fais penser, quand tu as parlé de visa, tu me fais penser en fait au codex de 2016, si j'ai bonne mémoire, où il y avait ce fameux Joshua Broder et Do Not Pay, où il faisait une présentation avec justement une autre équipe de entre guillemets legal takers qui avait justement créé cette appli de visa. Ah oui? Et ouais, en fait, ça me parle direct, tu vois, mais là, j'ai oublié le nom de l'application. Mais ce que tu dis précisément sur les visas me parle énormément. Un Donc, exemple, hein. j'irai voir effectivement, ouais, j'irai voir dans. Bah nous, par exemple, on est partenaire de une association qui s'appelle AILA, A-I-L-A. Elle représente 14 000 avocats de migration. À eux seuls, ils pèsent plus que le marché français. C'est un peu plus de 8 milliards de dollars, alors qu'en France, c'est 5 milliards d'euros. Mais du coup, c'est comme ça qu'on connaît en fait l'évolution. Mais après, tu as aussi des belles catastrophes, hein. Tu as Mhm, Justin Kan mhm. qui avait créé Twitch, qui avait Oui, revendu ça pour 1 milliard à Amazon. et tu es, ouais. Ensuite, à Créatrium, on se connaît Mhm. bien hein, avec Justin. Ah, c'est vrai? Ouais. Ah, mais il faut En que fait, il est à faut que San tu me le ramènes Francisco. sur Change, hein. Ouais, mais il fait ses propres podcasts, donc je Oui, sais j'ai que appris c'est ça. mon concurrent maintenant. J'ai vu ça, oui. Mais lui, ouais, c'est bien planté. Parce qu'il a essayé de remplacer le métier d'avocat. Et ça, par contre, j'y crois pas. Ouais, je suis entièrement d'accord. En plus, c'est marrant parce qu'il a fait un thread hier sur Twitter où justement il donnait son vrai retour en fait sur son expérience Atrium et les Ah erreurs ouais, qu'il a ah, faut faites. que je Ouais, ouais. regarde. Tu vas voir sur Twitter, il a fait un long thread et tout ça et franchement, D'accord. voilà, on apprend beaucoup de choses, mais on comprend surtout qu'effectivement il a essayé de faire des choses impossibles, tout simplement. Ouais. Ok, bah écoute, c'est vachement intéressant tes inputs là, j'adore parce qu'en plus ça mélange, tu vois, marché français, américain, tout ça, tu vois, et j'adore. Et donc du coup, parle-nous quand même. Bon, revenons sur WitherPay. Parle-nous-en du coup. Pourquoi tu as créé cet outil? Parce qu'à la base, je souffrais moi-même de délai de paiement et parce que je connais très bien le métier d'avocat, parce qu'encore une fois, j'hésitais à le devenir et j'ai aussi, dans mes proches, beaucoup d'avocats. Et en D'accord. fait, à la base, j'étais dans le service. C'est-à-dire que je faisais quelque chose avec mon entreprise et je me faisais payer ensuite, comme les avocats, pour la plupart des dossiers. Et le problème, c'est Mhm. que quand tu es dans ce cas de figure, tu n'es pas en position de force. Et en plus, la facturation, clairement, c'est embêtant et ça prend du temps. Et donc, on a remarqué que lorsqu'on avait commencé à utiliser PayPal pour au moins proposer le paiement par carte pour des petites factures, ça accélérait déjà les paiements. Mhm. On a remarqué que lorsqu'on envoyait une facture à une certaine heure de la journée, elle était payée beaucoup plus. Et en fait, c'est cette expérience qui a fait qu'on a créé une sorte de petit outil de paiement interne pour Mhm. accélérer les délais de paiement. Et ce qui s'est passé, c'est qu'autour de moi, j'ai des gens qui se plaignaient de leur facturation, principalement des avocats. Je leur disais, bah, si tu veux, nous, on a fait cet outil-là, on te le donne, hein, c'est gratuit, c'est en ligne. Juste, tu payes les frais bancaires. Voilà, c'est tout ce qu'on demandait. Et ça a marché très, très vite et c'est devenu finalement notre activité principale. Parce que désormais, en fait, on permet à quelqu'un une facture envoyée via WiderPay, dans 74% des cas, elle sera réglée dans les 24 heures suivant l'envoi. Et notamment parce que le client peut payer par carte, mais aussi par virement instantané. C'est-à-dire qu'il met son IBAN et ça paye. Et ça, toutes les entreprises sont friandes de ça parce que c'est un moyen extrêmement rapide et qui est développé partout en Europe. Et donc, c'est devenu notre activité principale aussi parce que il y avait un trou. C'est-à-dire qu'en France, on a le monopole. Du coup, de facto, on est leader. Et surtout, dès le départ, on a essayé de tout de suite comprendre comment on pouvait respecter le RIN et aussi les règles de déontologie. Donc c'est pour ça qu'en fait, on a assez rapidement monté des partenariats
par l'intermédiaire de nos propres utilisateurs. En général, c'est eux qui nous mettent en relation avec les bonnes personnes. Ça va être, je sais pas, l'ACE, comme ça peut être l'IFEC dans le domaine comptable, comme ça peut être, on a été recensé par le Réseau national des incubateurs des barreaux de France. Et bref, on a essayé de s'associer en fait avec les institutions, et ensuite les cabinets qui ont commencé à nous utiliser, bah, ça a tout de suite été, c'est d'abord des collaborateurs parce qu'on c'était principalement pour aider ceux qui n'ont pas la puissance financière, l'organisation, ni les humains, les disponibilités de pouvoir avoir tout un service financier, de leur dire bah, vous pouvez avoir tout ça, c'est en ligne et c'est en votre nom. Donc c'est comme ça qu'on a démarré. Et maintenant on compte des cabinets comme je sais pas moi, Bruso Dubuc, Smith Doria, Aquila, Squadra, Lerins. Enfin bref, je connais pas tous les noms, mais voilà. D'accord. Tu as titillé ma curiosité, du coup. Tu parlais des règles du respect, en fait, du RIN et les règles déontologiques. C'est important, mais peut-être qu'il y a des avocats qui ne savent pas à quoi tu fais référence Ouais, précisément. c'est le Est-ce que secret tu peux nous en professionnel. parler? Ok. Je parle du secret professionnel, qui est le droit fondamental et qui est extrêmement important dans la profession. C'est pas moi qui vais l'apprendre aux avocats. En clair, quand ils utilisent notre outil, déjà leurs données leur appartiennent. Les données sont stockées de manière anonymisée à Paris, en France, et surtout, nous, on ne connaît pas leurs clients, ce qui fait qu'il n'y a pas de sujet sur le secret professionnel, parce que tout simplement, d'un point de vue humain, on n'a pas de notion de qui est leur client. Et même si j'utilise notre service de recouvrement pour leur propre facture, c'est-à-dire on est en prétaxation, et là l'idée c'est qu'un huissier va à l'amiable aller demander un paiement d'une facture, parce qu'en général c'est 3% des factures émises par des cabinets qui passent en perte chaque année. En fait, même sur cette partie-là, ni nous, ni l'huissier connaît l'identité du client final. C'est un processus automatisé via l'intermédiaire d'un formulaire en ligne où en 1 minute, ils confient leur dossier à WiderPay pour du recouvrement, et nous, on ne connaît pas l'identité du client final. C'est d'un point de vue technique qu'on a pu faire ça, et c'est ce qui permet encore une fois de protéger le secret professionnel et d'être conforme du coup au RIN. Intéressant. Du coup, j'ai une question que j'allais te poser tout de suite, mais je vais la garder pour tout à l'heure. Ok. Qu'est-ce que tu vois, du coup, en ces temps Covid? Est-ce qu'il y a des incidences, justement, sur les délais de paiement, sur les Ouais, difficultés totalement. particulières? Totalement. En fait, ce qui se passe, c'est que des cabinets d'avocats qui auraient mis des années à se mettre à la facturation électronique ont été obligés de le faire en quelques Mhm, semaines. Parce que bien déjà, sûr. pour les rendez-vous physiques, il y en avait pendant une période plus. Donc, il fallait pouvoir sécuriser des provisions ou au moins des honoraires pour une première consultation. Donc, on a vu une Mhm, explosion d'utilisation du paiement en ligne, notamment par un lien de paiement. Donc, ça, tu as plusieurs structures qui le proposent, hein, même PayPal. Mais en tout mhm, cas, de ce qu'on a observé chez WiderPay, c'est que ce lien de paiement qu'ils peuvent partager par mail ou SMS a été vachement utile pour sécuriser un premier entretien. Et comme on a aussi mhm. un système de prise de rendez-vous en ligne qui est lié au paiement, bah, ça leur permet en tout cas de sécuriser des premières consultations en ayant en temps réel l'information qui venait d'être payée avant même que les fonds soient sur leur compte. Et ça, on a vu que c'était clairement un vecteur d'explosion. La deuxième chose qu'on a remarqué, c'est l'augmentation des impayés, c'est-à-dire que c'est passé de 14 à un peu plus de 17% des factures qui sont payées, qui sont en retard depuis 4 mois dans la profession. Et, D'accord. tout simplement parce que des entreprises qu'on pensait sereines, ben, elles ont des difficultés. Et aussi, autre possibilité, des clients qui ont envie de jouer sur l'aspect Covid pour dire ben là, je suis en difficulté, alors qu'ils ne le sont pas vraiment. C'est très difficile de savoir le D'accord. vrai du faux, mais en tout cas, la tendance, c'est que les délais de paiement se sont allongés. Ceux qui ont réussi à supprimer ces délais ou les raccourcir, ce sont ceux qui sont passés à la facturation électronique. D'accord. Et du coup, tu constates effectivement des tensions sur la relation client, quoi. Je veux dire, est-ce que toi, tu as une vue sur Ouais. justement Maintenant, on a une vue qu'est-ce sur que... le nombre de dossiers qui passent en recouvrement chez nous, et on voit D'accord. qu'il y a une augmentation clairement. Ouais. Mais en même temps, c'est un chiffre qui vient. Alors, c'était relayé sur BFM, et je crois que la source c'est Infogreffe, je suis pas certain, mais c'est plus 28% d'impayés chez les PME en 2020. Donc ça montre en Ouais, fait c'est vrai que c'est beaucoup. Ouais. le réel sujet. Hein. Mhm. Ouais, c'est vrai que c'est Et le beaucoup, problème, c'est effectivement. qu'une PME TPE sur 4 ferme à cause des impayés. Elle ferme pas à cause de la qualité du service ni Bien de sûr, l'équipe dirigeante. C'est à cause des bien sûr. impayés, défaut Ils de sont paiement. Donc c'est un c'est ça. énorme sujet. Hein. Mhm. Non, mais clairement, je le vois autour de moi. J'ai des entrepreneurs, effectivement, que je connais qui sont pas du tout dans le droit et qui font face à ces mêmes difficultés dont tu viens de parler. Donc, effectivement, c'est une vraie problématique. Euh,
Sur la facturation, qu'est-ce qui est plus utilisé? Parce qu'effectivement, tu dis que donc on peut envoyer un lien et on paye directement en fait le montant. Est-ce que tu vois, c'est du taux horaire? Quelles sont les pratiques? Est-ce que c'est Ah, à l'acte, au service? Est-ce qu'il y a des abonnements? Tu vois, dans la diversité finalement ouais. des modalités de paiement. Alors nous, la manière d'utiliser WiderPay, alors on a une vision limitée sur ce qui est facturé, parce que nous, on voit des numéros de facture et des montants, on voit pas le contenu de la prestation. Mais Mhm, ce qu'on observe, c'est que en général, la manière dont est utiliser le paiement en ligne, c'est je vous envoie cette facture via ce système en ligne, ça peut être WiderPay ou autre chose. mhm, Les rappels sont automatisés, ça c'est super important. Donc nous on le propose, il y en a d'autres qui le proposent aussi. Et au bout de X rappels, en général c'est 3, ils vont avoir mhm, tendance à proposer un paiement en plusieurs fois, souvent en 3 fois par prélèvement. Donc ça on le propose, mais il y a aussi d'autres acteurs qui le proposent. Et c'est comme ça en fait qu'est utilisée en général la facturation en ligne. d'accord. Maintenant, pour les factures qui sont adressées à des institutionnels ou des boîtes de plus de 250 salariés, clairement la facturation électronique n'est pas utilisée parce que souvent le client final a une centrale d'achat, donc il n'y a pas d'intérêt à utiliser un système de paiement en ligne parce qu'ils passent par leur propre système interne, le client pour payer. Mais en tout cas, c'est ce qu'on peut observer. Donc en clair, Mhm, pour des premières consultations, c'est le lien de paiement qui est le plus utilisé parce que ça permet de simplifier les choses et de ne pas avoir à générer de facture, parce que la mhm, facture est générée au paiement. Et mhm, après, ce qu'on observe, c'est envoi de facture avec rappel automatique. Et si au bout d'un moment ça marche pas, il y a un système de prélèvement qui est souvent proposé. Et si ça marche toujours pas, ben là c'est recouvrement via nos services. Et pour les autres, comme ils ne le proposent pas, je ne sais pas ce qui l'advient ensuite. mhm. Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, dans ton scope de client, au final, ton produit s'adresse plus particulièrement à ceux qui effectivement ne seraient pas en grosso modo, hein, je la fais court hein, pour éviter de parler de centrale d'achat, tout ça, mais je veux dire, ceux qui effectivement ont vraiment besoin de ton application aujourd'hui, c'est finalement ceux qui, on va dire, les petits, moyens cabinets, quoi, dans le sens où Ouais, eux, c'est ceux qui en effectivement, ils ont le sont... plus besoin. En D'accord, effet, les gros cabinets, ils utilisent notre outil principalement pour le recouvrement parce qu'on mhm, inclut aussi un service de taxation. C'est-à-dire que les associés qui n'ont pas le temps de gérer la saisine, mhm, on a un avocat partenaire qui s'appelle Maître Maxime Fiuso, que je salue, mhm, et mhm. qui va en Bonjour fait Maxime. gérer, ouais, et qui va en fait gérer la saisine taxation. D'accord. Pour 99 euros TTC, bah, tu as un formulaire en ligne sur lequel tu vas renseigner des informations comme relevé d'heures, enfin tout un tas d'informations Mhm. en moins de 10 minutes. Et ensuite, c'est cet avocat qui va constituer le dossier et qui va l'envoyer au bâtonnier. Et D'accord. ça, c'est le service qui est le plus recherché par les cabinets qui sont à plus de 10 millions de chiffres d'affaires par an. Bah alors justement, parlons-en. Recouvrement, litige, vous intervenez jusqu'à quelle mesure? Bon là tu viens d'expliquer effectivement une première partie, mais puisque tu me dis que c'est un service que vous vendez particulièrement, quelle est la valeur ajoutée que gagne l'avocat justement à recourir à votre service de recouvrement? Bah, déjà, il a un intérêt, c'est de récupérer son argent, parce Mhm. qu'une facture sur deux va être payée sous 2 semaines. Maintenant, le deuxième intérêt, c'est que si jamais ça ne marchait pas à l'amiable, bah, à Oui. ce moment-là, il peut se dédouaner de la partie taxation parce qu'on a un avocat partenaire pour ça. Donc, Mhm. en moins de 10 Mhm. minutes, il saisit les infos et la saisine est faite. Parce que sinon, clairement, la plupart des cabinets laissent tomber. Parce qu'un D'accord. associé, il a un certain taux horaire, il fait son calcul, il met en moyenne 4 à 5 heures pour faire sa saisine. Et en plus de Mhm. ça, c'est très énervant parce que c'est difficile de faire face à un impayé. Et tu as pas envie, c'est vraiment énervant d'argumenter concrètement. Mhm. Donc, quand ça peut être externalisé, c'est quand même un soulagement. Donc voilà les deux intérêts. C'est de récupérer leur argent rapidement. Rapidement. Et le deuxième, c'est si jamais ça n'a pas fonctionné à l'amiable, d'externaliser la partie taxation. Très intéressant. Donc en gros, on a une ressource qui est disponible pour justement s'occuper de ce que l'on peut pas faire ou ce dont on n'a pas envie de gérer en gros. Ouais, Mais c'est ça. c'est vrai, c'est très intéressant, très intéressant. Moi perso, tu sais, je découvre en plus ces systèmes de facturation et c'est vrai que je t'avouerai que c'est très intéressant. D'ailleurs, on parlait tu parlais de PayPal tout à l'heure, il y a un concurrent, donc pour ne pas le nommer, je parle de Stripe, qui Ouais. pareil, tu sais, sur Twitter, bah, tu diras que je suis trop sur Twitter, mais c'est vraiment l'outil que j'utilise parce que pour le faire de la veille, donc je vois pas mal de choses qui passent. Et ils ont eux aussi d'ailleurs très récemment, il y a peut-être 3 4 jours, créé la fonctionnalité de pouvoir justement envoyer des paiements par des liens
via SMS, tout ça, Ouais. tu vois, ils viennent de l'activer, tu vois, ça c'est très récent. Bah, ce qui est marrant avec Stripe, c'est qu'on est partenaire. En fait, Ah oui, d'accord. pour assurer la sécurité de la transaction, on passe par Stripe. Parce que Stripe, Ok. c'est le leader mondial sur les transactions bancaires. Quand vous prenez Mhm, un Uber, c'est Stripe qui est derrière quand vous payez. Quand vous mhm, prenez un appart sur Airbnb, c'est Stripe. Et en fait, on est tous les deux passés par l'école de Y Combinator en Californie. Donc, on mhm, les connaît vraiment très bien. Et ce qui est bien avec Stripe, c'est que d'un point de vue régulation, ils sont au top du top. C'est-à-dire que dès qu'il y a quelque chose de nouveau, c'est toujours anticipé, mais on garde la main sur la surcouche paiement. mhm, Donc mhm. en fait, en réalité, on travaille vraiment main dans la main et c'est ça qui nous permet d'avoir la solution de paiement la plus robuste au monde parce qu'on travaille avec l'acteur le plus robuste au monde sur ce sujet. Effectivement. C'est vrai que pareil, pour payer sur le juriste de demain, c'est Stripe. Donc c'est vrai que ça sera encore plus intéressant lorsqu'on utilisera WiderPay. Ça, je te laisserai juger, mais c'est l'intérêt de WiderPay versus Stripe, c'est que Stripe en direct, c'est pas conforme pour les avocats. Parce qu'il y a deux points qu'ils n'ont pas, c'est que tu peux pas mettre de numéro de facture. Donc c'est très embêtant pour la comptabilité, parce que tu es censé mettre un numéro de facture qui se suit. Parce que Stripe, c'est des instructions de paiement, c'est fait pour des développeurs, c'est pas fait pour tant que logiciel de facturation. Et deuxième point bloquant de Stripe, c'est que tu ne peux pas ajouter de pièces jointes quand tu envoies une instruction via Stripe. Donc tu peux pas mettre tes relevés d'heures, par exemple, ou même ta facture. Et ça, c'est un vrai problème. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait que tu ailles dans Stripe pour envoyer ton instruction de paiement et après dans tes mails pour envoyer ta facture. Alors que là, quand tu es sur WiderPay, tous les services que je viens de t'évoquer, hein, paiement plusieurs fois, recouvrement, paiement unique, lien de paiement, tous ces trucs-là, c'est un seul endroit et c'est en conformité avec le RIAD. Donc, Stripe reste génial si tu as très peu de besoins et que tu n'as pas les contraintes déontologiques. Un petit break pour rappeler que ce podcast est sponsorisé par le Juriste de demain, une plateforme qui propose des cours en ligne et parcours certifiants permettant d'acquérir des compétences business, technologiques et soft skills dans l'industrie du droit. N'attendez pas, la création de compte est totalement gratuite. Rendez-vous sur lejuristededemain.com. Ouais. Essayons de prendre un peu de hauteur du coup pour parler vraiment relation client. Euh, J'aimerais vraiment avoir ton avis sur qu'est-ce que sur voilà ton constat, qu'est-ce que tu vois en France, quel est le traitement qui est offert à la relation client en particulier, la satisfaction. Est-ce que tu penses que pour les avocats que tu côtoies, c'est un enjeu pour eux? Oui, parce qu'en fait, on a peur de parler d'argent. Donc, les cabinets Mhm. qui marchent le mieux, ce sont des cabinets qui n'ont pas de problème avec ça et qui, dès le départ, vont bien caler les choses. Je ne parle pas forcément de faire signer une convention d'honoraires, mais expliquer exactement comment ils facturent. Et ceux qui marchent le mieux, c'est ceux qui font une facturation continue. C'est-à-dire que si tu travailles avec un client dans le temps et que ça évolue, en fait, ceux qui marchent le mieux, c'est chaque mois ils facturent. Parce qu'ils vont pas attendre que la totalité du travail soit terminée. Parce que le problème, c'est que tu es trop lointain par rapport au travail effectué. Et surtout, s'il y a beaucoup de travail et que ça évolue au fur et à mesure, il faut que ton client puisse savoir ce qui est facturé. Donc, on a remarqué que ceux qui marchent le mieux, c'est ceux qui font de la facturation continue. Et surtout, ceux qui vont, au démarrage, réussir à prendre une provision. Tout le monde n'ose pas la demander, mais c'est vraiment important. Même symbolique, ça permet au moins de caser les choses. En moyenne, c'est 10%, mais voilà en tout cas ceux qui fonctionnent le mieux. Après, par exemple, aux États-Unis, ils ont pas ils ont moins de sujets là-dessus parce qu'aux États-Unis, ils travaillent beaucoup au retainer. Donc c'est dans la culture de balancer 20 000 dollars parce qu'ils estiment qu'il y aura 20 000 dollars de travail et que finalement, s'il y a moins de consommer, tu rembourses la différence et s'il y a plus, il faut rajouter. Mais c'est quand même un modèle qui voit disparaître parce que dorénavant, les cabinets qui concurrencent ce modèle-là, ce sont ceux qui travaillent au forfait et ou à l'abonnement. Donc c'est pour ça qu'au final, malgré tout, vraiment la grosse chose qu'on remarque, c'est quand il y a une provision qui est prise, c'est excellent, ça sécurise le client. Et numéro 2, c'est quand il y a de la facturation continue. Mais ça demande une certaine rigueur. Oui. Et justement, qu'est-ce que tu penses de la pratique du taux horaire traditionnel que tout le monde connaît et de ses conséquences justement sur la relation client? Bah, le taux horaire, c'est abstrait. Mhm. Donc on comprend évidemment qu'un avocat a un taux horaire parce qu'il faut bien valoriser le temps. Mais de facturer que autant, je pense clairement que c'est voué à disparaître parce que tu as des cabinets maintenant qui se démarquent en expliquant
Nous, c'est que du forfait ou c'est que de l'abonnement, et ça, c'est clair. Parce que le problème d'un dirigeant, par exemple, c'est qu'il a besoin d'estimer combien ça va coûter. Mhm. Et à la limite, si le forfait il est même trop gros, mais au fond c'est un truc où c'est inclus et c'est exactement les limites du projet, Mhm. bah, il va dire go, banco. Et après, dans les options pour amener ce forfait-là, ça peut très bien être, bah, vous payez une provision aujourd'hui, dès qu'on passe à ça, bah, vous payez tant, et c'est le moyen le plus clair de Mhm. sécuriser un dossier. Parce que nous, on Mhm. remarque que ceux qui closent leur dossier le plus vite, ce sont ceux qui sont très clairs sur la facturation et qui fonctionnent en général au forfait Mhm. ou à l'abonnement. Mhm. Non, entièrement d'accord. C'est vrai que la transparence et la clarté du mode de facturation, c'est fondamental, quoi. C'est ce qui permet en tout cas au client de ne pas, de savoir où il va, tout simplement. Euh, ton avis d'expert, d'acteur du marché. euh, on dit souvent que tu sais l'avocat il est injoignable, il est peu disponible. Ouais, Tu sais, il y a c'est aussi connu. même le fait que certains clients, tu vois, ils disent qu'ils ont peu d'informations sur le traitement de leur dossier. Euh, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as l'occasion de voir ça? Est-ce que Ouais. est-ce que ça te parle? Ouais, je pense à un avocat en particulier qui s'appelle Olivier Frégé, que bah, je salue aussi, qui Ah, fait. salut Olivier. Alors Olivier Frégé, lui, c'est lui qui m'a appris ce truc-là de la facturation continue. Parce qu'en fait, il m'expliquait que un client, il veut comprendre ce qu'il paye. Donc, si jamais en fait tu factures qu'en bout de course, bah c'est trop lointain pour lui. Et c'est là où tu peux avoir des naturelles contestations. Alors que si tu factures au fur et à mesure de ce qui a été réalisé, il n'y a pas de sujet. Donc, c'est pour ça que au niveau du prix de la facturation et au niveau de la manière dont c'est amené, plus c'est fait de manière régulière, moins tu auras de sujets à ce qu'il y ait des contestations et donc des risques à ce que tu aies à faire du recouvrement ou de la taxation, hein. Parce que souvent, en fait, la taxation, c'est un client, il va dire, bah moi, on n'avait jamais convenu de ce prix-là, ou alors la mission a été convenue et signée à un certain prix, mais elle a évolué. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas tout anticiper, parce que lorsqu'on va, par exemple, je sais pas, moi, mettre en place des BSPCE, on dit ça va coûter, je dis une bêtise, 5 000 euros. Et finalement, en cours de route, il faut aller négocier avec des investisseurs, et c'est l'avocat qui se propose de le faire. Si ça n'a pas été calé, ça, et qui dit, bon, bah, il y a 500 euros de plus pour la négociation avec vos investisseurs, bah, moi, je suis client, c'est vrai que je peux avoir tendance à dire, attendez, moi, je ne savais pas que ça coûtait tant. Et c'est Mhm. là où tu as un problème. Ouais. Euh, ouais, c'est vrai que du coup le manque d'information il est là, quoi. Et sur le fait qu'effectivement que l'avocat se rende parfois peu disponible pour son client. Peu Je veux dire, disponible, ça moi, c'est. je te Ouais, dis c'est ça vrai. parce que j'ai un exemple en tête. Hein, tu sais, j'ai juste il y a la semaine dernière, je crois la semaine dernière ou la semaine d'avant, je discutais avec une amie, quoi, qui est cliente, hein, en fait, qui a son avocat, mais voilà, qui se plaignait, quoi. Il me disait ouais, mais en fait, parce qu'en fait, ce qui était en plus chiant pour moi, c'était moi qui l'avais mis en relation avec cet Ah avocat. ouais. Donc du coup, elle me disait oui, mais en fait, il est pas joignable. Quand je l'appelle, il met 2 heures à me rappeler. Et quand il me rappelle, il m'appelle pour me parler 5 minutes, après pour me dire ah je dois rentrer en call. Je veux dire voilà, tu vois. Et du coup, bon, c'est pas pour parler de mon ami qui est avocat en l'occurrence, parce que c'est un bon avocat. Hein. Je sais juste qu'il est très 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 occupé, mais j'imagine que ça doit être le cas pour d'autres avocats. Mais comment en fait on pourrait tu penses que les avocats pourraient améliorer justement cette frustration, ou en tout cas faire en sorte que cette frustration disparaisse de la part des clients? Bah déjà, en fait, c'est quelque chose que j'ai appris à. Alors ça, je l'ai appris en fait principalement en Californie. Mhm. Ici, dans la culture, quand tu dis je vous propose qu'on se parle, on va jamais te dire ouais, bah si vous voulez, ce mois-là c'est un peu bouqué, je vous propose qu'on voit ça dans un mois et demi, 2 mois. C'est-à-dire que tu dis ça à quelqu'un ici, peu importe sa profession, il te rigole au nez que ça se passe comme ça en France. Ici, c'est 3, 4 jours maximum. Et comment ils arrivent à faire ça? C'est pas qu'ils ont plus de temps, c'est que culturellement, il y a un respect du client, il y a un respect des relations. Et donc, un moyen déjà de résoudre le problème, c'est de proposer des créneaux très courts. Moi, par exemple, j'ai un système d'agenda en ligne, c'est un quart d'heure. Un quart d'heure, ça paraît vachement court, mais quand c'est calé et que tu t'y tiens, ça permet de dire, ben voilà, là, on va aborder ce sujet en particulier. Si jamais on voit qu'on n'a pas le temps, on reprogrammera. Mais au moins, ça me permet d'avoir plein de disponibilité. Parce que j'ai des petits quarts d'heure à droite à gauche. Le deuxième point, c'est la réactivité par email. C'est pas dans la culture toujours de répondre tout de suite, et ça peut se comprendre. Et là, ça demande une certaine rigueur. En général, il faut savoir que lorsque on ne répond pas dans les 24 heures,
on casse un peu une chaîne parce que c'est plus frais. On fait tous plein de choses, on est tous très sollicités. Et donc, quand on réagit pas à 24 heures, concrètement, il y a moins de chances que derrière on obtienne ce qu'on veut. Donc, ma recommandation, c'est même si un avocat va recevoir un email d'un client, il se dit il a vraiment pas le temps parce qu'il est en closing, au moins un accusé de réception. Et s'il peut être fait dans les 24 heures, ça montre que déjà il est réactif, donc atteignable. Et après, avec ce système du quart d'heure, ça fonctionne, hein, parce que ça permet au moins de proposer plus de dispo. Et c'est comme ça que je fonctionne. Et je pense vraiment que c'est une question de respect. C'est pas une question de bande passante, parce que ça, on a dans notre advisory board, par exemple, on a Cédric Dubuc, c'est quelqu'un euh, qui est juste génial. Et il a un emploi du temps assez important. Mais on trouve toujours moyen de le contacter. C'est pas parce que il a le temps, c'est juste parce qu'il s'organise, il prend le temps. Et c'est ça toute la nuance. Donc les avocats qui jouent sur le côté, je suis très occupé, c'est vrai, ils le sont tous. Mais après, il y a une question de respect à avoir. Et pour ça, les deux astuces que je donne, accuser de réception et proposer des créneaux d'un quart d'heure, Mm. ça fonctionne et c'est accepté par tout le monde. Absolument. Et en plus, à la fin de la journée, on se retrouve avec 0 mail non lu. Ouais, après, faut réussir à être organisé aussi sur les mails. Je sais que c'est compliqué parce que ça prend des fois du temps. Mais au moins, un accusé de réception, ça donne un effet de j'ai bien vu que vous m'avez écrit, je reviens vers vous. Mhm. Et ça, déjà, ça soigne les relations. En tout cas, ça fait la différence. En effet. Est-ce que tu penses qu'il y a des outils aussi qui peuvent aider au-delà de l'email, au-delà de cette organisation? Bah, la Est-ce que tu prise de penses qu'il... rendez-vous en ligne, hein. Moi, ça fait plusieurs années que j'ai pu écrire de mail. Je suis dispo lundi à telle heure, mardi à telle heure, mercredi à telle heure. Mhm, J'utilise notre service de. Alors là, on l'a créé nous-mêmes, mais sinon, tu as des services qui existent, hein. mhm, Mais j'utilise notre service de prise de rendez-vous en ligne. C'est mhm, synchronisé avec mon Gmail. Ça mhm. marche aussi avec Outlook. Et ça propose que des créneaux sur lesquels je suis disponible. Et ça gère même le décalage horaire. Donc ça va indiquer dans ton horaire local quand est-ce que je suis disponible. Donc Ça moi, me permet. ça, c'est un truc, ça devrait être la référence, hein. Et vous avez des avocats, comme je Mhm, pense à Badr Marbouli, de mhm, CBM Avocat. Si vous allez sur mhm, son site, donc c'est cbm-avocat.com, vous allez mhm, voir dans les onglets, il y a prise de rendez-vous en ligne. Et mhm. vous avez un agenda et vous pouvez choisir votre créneau et ça envoie une invitation automatique. Et ça déjà, ça optimise un temps de folie, hein. Mhm. Une prise de Non, je suis rendez-vous en d'accord. ligne, c'est 4 emails échangés en moins. Ouais, effectivement. Tu sais que sur LinkedIn, je me rappelle, il y a quelques mois, il y avait un post qui avait fait beaucoup parler sur cette vague de justement de clients ou de personnes qui, en fait, systématiquement, bah, mettaient ce fameux lien Calendly, prenaient rendez-vous, tout ça. Ouais, Je voulais Calendly, me ça parler. fonctionne très bien, hein. Oui, 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 tu sais, et du coup, il y avait des personnes qui postaient dans les commentaires pour expliquer, parce que la personne, elle avait dit qu'elle en avait marre, en gros, de voir les gens qui se prenaient pour pour des personnalités high level, tu vois. Ouais. Sauf que, et du coup, il y avait des commentaires où les gens ils disaient, bah ouais, mais en fait, c'est vrai que mine de rien, cette pratique, elle est assez Alors, bizarre. il y a une manière de Euh, l'amener, hein. C'est vrai que si tu dis, bah, je vous invite à choisir un créneau sur mon agenda, ça peut faire un peu présomptueux. C'est pour ça que, bah, c'est ça, quoi. En France, c'est un peu délicat, tu vois. C'est un peu alors, comme c'est pour ça si, que moi, j'ai une astuce. C'est dans mes mails. Je dis mhm, toujours, quand est-ce que vous êtes disponible? Sinon, voici, en gros, quand est-ce qu'on peut se parler? Sinon, voici mes disponibilités. Deux points, je mets mon agenda. Et là, mhm. du coup, ça passe mieux quand même. Parce que la Bah là, personne. c'est ce que j'aime bien, parce que dans ce que tu viens de dire, c'est tu donnes un vrai tips. Parce que j'imagine qu'il y a pas mal de personnes qui se posent la question de savoir comment l'intégrer dans leur mail, tu vois. Ouais, Et c'est ça. c'est vrai que Et la si tu phrase dis, quand d'introduction, est-ce que vous êtes dispo d'abord et après, vous dites, voici mes dispos, bah, ça marche, hein. mhm, effectivement, je suis d'accord avec toi. On passe à la question cas pratique. Tu sais, sur le podcast, en fait, j'ai toujours l'habitude de poser des questions Ouais. concrètes pour que justement, bah, vous puissiez donner des inputs hein, aux personnes qui nous écoutent. Que conseillerais-tu en fait à un avocat qui se trouve être en grande difficulté en matière de relations clients, tu vois, tout ce qui est communication, il sait pas faire. Limite, il fuit les clients. Qu'est-ce que tu pourrais me donner, lui donner 3 étapes pour lui permettre, justement, d'avoir une relation client apaisée, de vraiment que les choses changent à son niveau. Bah, la première chose, c'est de savoir avec qui il a envie de travailler et donc de savoir dire non. Parce que s'il est au point de pas vouloir entendre parler d'un client, c'est que très certainement il se retrouve avec une catégorie de clients avec lequel il faut plus qu'il travaille. Et savoir dire non, c'est difficile parce qu'on se dit on dit non à du chiffre d'affaires et donc bah, un avocat il a énormément de charges. Donc Bah, c'est ça. il se dit non à une partie de ses revenus.
Bah oui, c'est Mais ça. ce temps qui va du coup dégager avec un dossier compliqué qui va lui faire beaucoup de tort Mhm, personnel, je parle pas dans son pro, bah, mhm, ça peut être une sérénité qu'il va pouvoir avoir pour sélectionner d'autres clients. Alors je sais que ça peut être très très dur, parce que vraiment c'est difficile de dire non. Des fois, nous, on a des opportunités où on nous dit, vous êtes une équipe technique de folie, parce que c'est mhm. vrai, on est une quinzaine de personnes, la moyenne d'expérience c'est 15 ans, il y a des docteurs en data science, enfin, on a une équipe vraiment, enfin, vraiment, on a des gens talentueux, Mhm. et on est tenté des fois on nous dit, bah nous, à tel barreau, on compte faire cette plateforme, on a les budgets, on peut vous payer, et on dit non, parce que c'est pas D'accord. dans notre mission et ça va nous écarter de notre focus. Alors ça Mais nous est-ce que permet c'est pas un luxe? C'est pas aussi un, non ça non doit c'est être pas un un luxe luxe parce quand même. que c'est pas un luxe parce qu'on fait pas encore on fait pas encore le chiffre d'affaires qu'on voudrait faire. Donc D'accord. clairement on gagne de l'argent, hein, c'est certain, mais c'est pas par luxe parce que c'est une question de mission et savoir dire non c'est une des premières leçons qu'on apprend quand on est entrepreneur. C'est parce qu'on a envie de sauter sur toutes les opportunités et c'est comme Mhm. ça qu'on perd son focus et qu'après on est débordé ou alors qu'on fait les choses qui nous plaisent pas. Donc Ok. moi j'aurais juste ce conseil-là, c'est vraiment apprendre à savoir dire non parce que des fois ce non que vous donnez pour un, ça vous permet de dire oui à l'autre et là c'est dans votre focus. Absolument. Ok. Deuxième steps. Deuxième étape, bah, si on a une relation un petit peu compliquée, c'est savoir ouais, c'est pas évident. Bah là, C'est si le je but bosse du cas avec pratique. si je bosse avec quelqu'un que j'apprécie pas trop, clairement, je vais essayer de faire en sorte que lui ait envie d'arrêter. Alors après, on n'est pas dans une relation de couple, hein. Il s'agit pas d'être super embêtant pour que la personne ait envie de se dire, allez, moi j'arrête. C'est Mhm. peut-être des fois, vous avez des stratégies des fois d'être inaccessible. Par exemple, vous Oui. pouvez dire, bah, notre cabinet là, il a évolué sur ce genre de prestations. Alors si vous voulez que on soit très disponible, parce que là maintenant on a une bande passante qui est très limitée, je peux mettre des personnes en priorité, voire moi-même, mais ça coûtera D'accord. tant. Et en donnant un prix trop fort, la personne dira elle-même, ah, bon, vous savez quoi, je vais réfléchir. Et là, c'est Mhm. un moyen d'arrêter la relation de manière très clean, parce que le but c'est que c'est le client qui décide, qu'il ait toujours le choix. Mhm. S'il Mhm. dit oui, tant mieux pour vous, mais voilà, en tout cas, c'est une stratégie qui peut être possible quand justement on n'arrive pas à se dépêtrer d'une situation où la personne en face, bah, clairement, n'apprécie pas ce qui arrive. Mais quand on est, parce que là, effectivement, c'est vraiment pour le coup, genre le case où voilà, on n'a pas envie de travailler avec le client, ou en tout cas, il y a un truc qui passe pas, on n'a pas le bon feeling. Mais quand justement tout se passe bien, c'est le client idéal, mais que finalement le problème, c'est moi, l'avocat. Je La suis compétence. timide, bah, j'ai du mal voilà, à tenir la conversation avec le client, si ce n'est parler du droit, quoi. Tu sais, il y a ce truc que j'ai constaté moi de par justement bah, les avocats que j'ai eu à rencontrer, la majorité avec qui j'ai beaucoup discuté, tu vois, il y en a très peu, je dirais sur 100, il y en a 10 qui vraiment pour le coup font des déj réguliers avec leurs Ah, clients, parlent d'autres sujets avec leurs ok. clients, vraiment sont hyper à l'aise avec leurs clients, tu vois. Bah, moi, Et, je t'avoue, je suis pas à l'aise hein, de faire ça, c'est un truc. J'aime pas ça, moi, faire des déjeuners avec des gens dans le professionnel. d'accord. Alors, je trouve toujours un moyen de contourner ce truc-là. Mais c'est vrai que comment tu fais pour avoir une relation un petit peu haute que droit. Mhm. Il y a une astuce. Quand tu sais pas quoi dire à quelqu'un, tu lui poses des questions. Je t'assure, ça marche. C'est-à-dire que toi, si t'as rien à dire C'est sur toi parce génial. que t'as pas envie d'étaler ta vie perso ou juste que tu penses que c'est pas intéressant, bah, tu poses des questions. Alors, vous avez des enfants, bah, je sais pas, hein, c'est Oui, 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 non, un non, moyen mais en tout c'est, cas autre. oui, oui. Et les gens, quand tu leur poses des questions, bah, des fois, ça flatte un peu l'ego, donc ils sont contents. Mhm, effectivement, oui, oui, effectivement. Oui, oui, non, non, je suis d'accord, je suis d'accord. Intéressant. Non, parce que je suis en train de me dire, ok, faut que je me souvienne de ça pour que le jour où je déjeune avec toi, si Ouais, tu mais m'enchaînes de questions, je comprendrai que tu as on va déjà, passé la matinée à rédiger les questions, tu sais. bah là, je pourrais me vexer parce que tu me poses quand même beaucoup de questions, hein. Ok, d'accord. Non, mais je pense qu'effectivement les conseils là sont bien notés. Bah écoute, peut-être pour terminer, parce que là on arrive quand même, ça passe vite hein, finalement. Change. Je te jure, j'enregistre des C'est émissions, je rapide me quand on dis mais s'amuse. c'est fou quoi. Ouais, c'est ça en fait. On prend tellement de plaisir à discuter que du coup on regarde le chrono et puis on se rend compte que c'est parti quoi. Quel avenir pour toi dans les années à venir pour la relation client? Comment tu penses que les choses vont évoluer? Euh, Très simple.
La Mhm. facturation, c'est un point. La relation cliente, c'en est une autre. L'avenir D'accord. d'une bonne relation client, c'est quand la facturation n'en fait plus partie. C'est-à-dire quand la facturation, c'est quelque chose autre. C'est-à-dire c'est mon cabinet qui envoie une facture, c'est mon cabinet qui relance, c'est mon cabinet avec lequel potentiellement il y a un problème de recouvrement, mais c'est pas moi Mhm. votre interlocuteur qui est votre conseil. Et ça, Mhm. c'est ce qui permet d'avoir la meilleure relation client, c'est quand les tâches qui sont administratives et financières ne sont pas gérées par le conseil. Mhm. Voilà. Mhm. Vraiment, pour moi, c'est ça l'avenir. Et c'est d'ailleurs quand tu travailles avec, je reprends l'exemple des cabinets américains, la Mhm. plupart d'entre eux qui travaillent avec des logiciels maintenant très perfectionnés, qui s'appellent comme Mhm. Clio, QuickBooks, etc., qui sont pas toujours acceptés en Effectivement. France. Mhm. Jamais tu auras une facture qui vient de l'associé ou du collaborateur. C'est toujours le cabinet qui va Mhm. adresser quand c'est quelque chose d'administratif. Même une convention d'honoraires, c'est rare que ce soit ton interlocuteur conseil qui va te l'envoyer parce qu'ils ont très bien compris que en départageant les deux, tu protèges la relation, on va dire, amicale et de confiance avec le conseil juridique et que lorsque ça touche à autre chose, c'est pas Mhm. moi, c'est le service comptable, c'est pas moi, c'est le service financier. Et même quand on est tout seul à son compte, il existe aujourd'hui des outils qui permettent de faire tout ça. Même le partage de documents, il existe maintenant des outils, des sortes de Dropbox qui Mhm. permettent de faire du partage de documents qui sont dégroupés de tes échanges email, courrier avec tes clients. Et ça, c'est clairement l'avenir. Ce sera le mot de la fin. Je te remercie beaucoup, John, pour ton temps. Ce C'était fut un très plaisir. agréable. C'est un Et plaisir. puis, J'espère qu'en tout cas, ça sera utile à des avocats ou pas, ou des juristes ou des dirigeants qui se posent des questions, parce que je sais que les sujets, tout ce qui touche à la relation client et à la facturation, c'est mhm. très délicat et en général, c'est pas une partie de plaisir. Donc voilà, j'espère que ça t'a Effectivement. aidé. Effectivement, j'en suis sûr. Moi, perso, je sais que ça va leur servir. Je te remercie beaucoup pour ton temps et puis bah, je te dis à très vite, hein. Ouais, à bientôt Merci. et bye bye.